Bienvenue sur Impact, votre programme aux invités exceptionnels, aux expériences de vie uniques, des sources de motivation incroyables. Vous allez les entendre au fil des épisodes, ces hommes et ces femmes qui font bouger le Gabon. Pour ce numéro, nous avons l'honneur et le privilège d'être avec Ange Kevin Ndigou, avocat au barreau du Gabon et homme politique. Il a accepté d'être avec nous. Maître, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui suis honoré d'être invité chez vous. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, vous marquez l'histoire par vos convictions et votre engagement dans la défense des libertés publiques aujourd'hui dépasse les frontières du Gabon. 20 ans en arrière, on vous l'aurait dit, l'auriez-vous cru? Oui, parce que le jeune homme que j'étais 20 ans en arrière était déjà habité par cette volonté de défendre les causes nobles, cette volonté de porter haut les valeurs de la justice, cette volonté de ne pas laisser prospérer dans notre espace de vie des situations inégalitaires, illégale, irrégulière, injuste. Et donc oui, j'étais animé par cette volonté depuis longtemps. Donc si 20 ans avant, on m'avait dit, est-ce que 20 ans après, vous serez dans la défense des causes? La réponse serait oui. Dans cette défense des libertés publiques, vous avez écrit un manifeste en hommage à Bruno Mbouloubeka, cet étudiant mort en 2014 alors qu'il participait à une marche de l'opposition. Un ouvrage engagé dans lequel vous vous exprimez sur les questions de liberté, les questions de justice dans notre pays. Ce décès, c'est une situation qui vous a profondément touché. Oui, ça m'a profondément marqué parce qu'elle était révélatrice de l'état dans lequel on se trouvait. Je le disais, le système Bongo-PDG a innervé son régime par l'absence de justice, par l'absence de liberté, ce qui faisait que des gens comme nous levions pour dire c'est pas normal. Dans une société, on a besoin d'avoir de la contradiction. Les gens ont le droit et la liberté d'exprimer ce qu'ils pensent. Or, si on peut être reprimé pour ce qu'on dit parce que c'est pas dans un cadre régulier, on ne peut pas perdre la vie au nom de la liberté. Et perdre sa vie parce qu'on exprime une opinion, parce qu'on est contraire, on a une opinion contraire à celle que partage le pouvoir en place, est juste inadmissible. Et donc pour moi, ce livre venait à point nommé parce qu'il permettait de rappeler que nous ne sommes pas tous d'accord avec ce qui se fait. Vous êtes aussi de ceux qui privilégient les causes perdues que vous estimez justes. On vous a vu défendre des activistes et des syndicalistes. Et d'ailleurs, à ce propos, on a des messages pour vous. Étant leader étudiant, je subissais à chaque fois des arrestations parce que je défendais les causes des étudiants. Il s'est présenté à moi, sinon à nous, pour à chaque fois nous défendre. Naturellement, c'était de manière gratuite et je ne comprenais même pas pourquoi il le faisait. Il le faisait avec le cœur. En 2019, je vais subir également une épreuve pénible où je me suis retrouvé accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. J'avais sur moi 10 motifs, des motifs de guerre. Et pour moi, c'était fini. J'avais été accusé d'avoir fait le coup d'État. Mon complice là était Kelly Ondobia, qui est sorti, je rends grâce à Dieu, le samedi 30, libéré par le président de la République. Ange était là. Quand bien même tous les avocats fuyaient cette affaire, Ange s'est prononcé et il a décidé de me défendre. Et à nouveau, il a fait sans être payé. J'étais incarcéré 24 sur 24 dans une cellule d'isolement. Je ne voyais pas la lumière du jour. Et quand on me dit ton avocat est là, j'étais toujours content. Je dis Seigneur, je vais parler à quelqu'un. C'est Ange qui me donnait de l'espoir, qui venait me donner le courage pendant que j'étais en train de souffrir. Ange Kevin Ndigou, effectivement, m'a défendu. C'est un avocat très brillant et très engagé également. Il s'est constitué lui-même lorsque j'ai été arrêté en février 2022 et gratuitement. Il ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. J'avais 7 avocats au total.
Et il faisait partie de ces avocats et je peux même dire qu'il était parmi les plus actifs. C'est un combattant, c'est-à-dire qu'il défend les causes justes. Et d'ailleurs, même sur le plan politique, c'est quelqu'un de très bien et dont les Gabonais doivent être fiers. Ils ne sont pas nombreux, des gens engagés. C'est quelqu'un qui aime son pays, ça c'est clair. Rien que par ce combat. Il ne fait pas de distinction. Moi, je l'ai vu défendre des gens qui le persécutaient à l'époque. Vous savez, le Gabon a besoin des hommes intègres, des hommes de conviction et des hommes justes. Et je pense que plus ils seront nombreux, mieux ce sera pour le Gabon. Et je crois qu'il fait partie de ceux que j'ai appelés les hommes de lumière. Je peux que lui donner le conseil d'être ce qu'il est et de rester comme il est. Parce que la tentation est souvent forte. Les tentatives de déviation sont souvent fortes. Les ténèbres n'aiment pas la lumière. Je l'exhorte, je le conseille à être ce qu'il est et à devenir encore meilleur. Ce sont des causes qui sont importantes pour vous? Elles sont importantes pour moi parce qu'elles sont révélatrices du niveau de la relation que les politiques entretiennent avec les populations, de la relation que les hommes publics, de la relation que l'État entretient avec ses administrés. Lorsqu'on est syndicaliste, on a le droit, on a le devoir de revendiquer et de porter haut les causes pour lesquelles on a été élu. Et lorsqu'on est entravé dans l'exercice de son droit syndical, c'est une atteinte aux fondamentaux de notre pays. Et donc, du coup, ces questions-là sont importantes. La défense de ces gens est importante parce qu'elle permet d'établir le niveau, le rapport qu'il y a entre l'État et l'État de droit, entre l'État et le niveau du droit dans notre pays. On va parler un peu de votre parcours pour connaître qui vous êtes, comprendre vos décisions et vos ambitions aussi, comment vous en êtes arrivé là. Vous êtes né à Libreville et vous faites vos études primaires à l'école publique de Nzengayon 2. Cette école, très chère à votre cœur. Nzengayon 2, c'est une école qui pour moi est le symbole de la réussite sociale, le symbole de la promesse républicaine. Comment? Je m'explique. Vous savez, dans un pays comme le nôtre où plus de 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté, il n'y a que l'école publique qui permet aux gens de rien de devenir quelqu'un. Il n'y a que l'offre que l'État fait en organisant l'éducation nationale qui permet aux enfants de rien de rêver et de devenir quelque chose. Et moi j'en fais partie. C'est-à-dire que sans l'école publique, sans Nzengayon 2, parce qu'on commence par le primaire, là j'apprends à lire. D'ailleurs j'apprends à lire difficilement au début, parce que, je ne sais pas pourquoi je raconte ça, mais en parenthèse, pendant un trimestre, personne ne sait que je ne sais pas lire. J'ai une mémoire... Et là vous êtes en quelle classe? Je sais un. Mais j'ai une mémoire assez importante qui fait que j'enregistre, parce qu'on avait des lectures collectives. Et donc tout le monde lit, et moi j'enregistre. Donc la maîtresse ne se rend pas compte que je ne sais pas lire puisque je lis ce que tout le monde dit. Et c'est un jour, par surprise, elle me prend au pif, elle me dit, bon, lis telle page. Et là, elle se rend compte que je ne sais pas lire. Elle me dit, mais comment se fait-il que pendant 3 mois, je ne suis pas sûr que vous ne savez pas lire? Et là, on me met un rattrapage, parenthèse fermée. Donc, j'ai tout appris à l'école publique. Et l'école publique m'a tout donné. Et puis, vous poursuivez dans le public et vous êtes admis au lycée national Léomba pour vos études secondaires. Beaucoup de souvenirs. Oui, je suis à la charge de l'État à ce moment-là. Parce que très tôt, je rentre à l'internat. Et j'ai envie de dire, j'ai quasiment passé tout mon secondaire à l'internat. Et l'avantage de l'internat, et c'est pourquoi je suis de ceux qui militent à ce qu'il y ait des internats partout dans le pays, parce que l'internat pour les enfants de pauvres, c'est quelque chose d'important. À l'internat, vous ne vous souciez pas de comment vous allez manger, d'où vous allez dormir, de comment ça va se passer pour votre quotidien. En fait, votre seul souci de l'internat, et c'est là où l'État vous accompagne, c'est comment étudier. Vous avez grandi avec vos grands-parents. Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance?
Pour moi, c'est les souvenirs les plus merveilleux que j'ai dans mon esprit. Vous savez, moi, j'ai dit souvent aux gens, j'ai grandi dans le bonheur. Et les gens confondent le bonheur et le matériel. Vous étiez bien entouré. Je grandis avec beaucoup d'amour. L'amour qui m'était porté à la fois par mes parents que par mes grands-parents. C'est un amour qui m'a permis de combler le déficit matériel qu'on avait. Qui m'a comblé. Vous savez, moi, je n'ai même pas conscience de la pauvreté. Et donc vous êtes ensuite diplômé en droit des universités françaises, Versailles et Paris 1 Sorbonne Panthéon. Vous prêtez serment à Libreville, vous avez le droit de porter la robe, désormais, la robe d'avocat, j'entends. Vous comprenez tout de suite les valeurs essentielles du serment, vous vous rendez compte de la responsabilité que vous allez avoir sur la vie des gens? Oui. Enfin, je me rends tellement compte que quand j'arrive dans ce pays, il y a des pratiques auxquelles je n'adhère pas, y compris dans la profession. Moi, j'estime qu'un avocat, il participe de la confiance publique. C'est-à-dire que les gens qui viennent vers vous doivent pouvoir se dire qu'ils sont en sécurité. Et c'est pourquoi on a, par exemple, la question du secret, de la confidence, qui est protégée comme secret professionnel et qui ne permet pas qu'on s'en délie pour une raison ou pour une autre. Et donc, oui, je comprends la responsabilité qui est la mienne en tant qu'avocat, l'attente qui est celle de la société vis-à-vis de moi en tant qu'avocat, et l'attente qui est celle de mes proches vis-à-vis du retour qu'on peut avoir de ce que je ferai. Et donc, je me dis, en responsabilité, je ferai au mieux le travail qui est attendu de moi et j'essaierai de ne pas décevoir. Et vous êtes aujourd'hui l'un des avocats pénalistes du barreau du Gabon les plus connus dans le pays. Vous avez plaidé dans de grandes affaires, certaines très médiatisées. Vous avez défendu Maurice Kamto, l'opposant radical à Paul Biya, le président du Cameroun. Au Gabon, il y a Brice Lacruche Alionga, l'ancien directeur de cabinet de l'ancien président Ali Bongo Ndimba, des responsables de la haute administration, Patrice Naza, Dieudonné Ngoubou. Est-ce que vous aimez les sujets controversés? Est-ce que c'est un choix? Voilà, c'est l'occasion pour moi de revenir sur une chose. Mais j'entends les gens dire « Ah oui, il aime ci, il aime ça ». Un avocat, il ne change pas ses clients, c'est le contraire. Voilà, c'est à eux qu'il faut poser la question. C'est eux qui viennent vers moi. Je ne suis jamais allé vers aucun d'entre eux pour dire s'il vous plaît, prenez-moi comme avocat, ou bien votre femme m'intéresse. Ça, c'est dans les films qu'on voit, ça, c'est aux États-Unis. Moi, je suis dans mon coin, je veux dire, eux, aux affaires, ils ont une vue panoramique du métier d'avocat, des avocats. Ils savent ce que certains font. Ils ont besoin, en raison de la situation dans laquelle ils se trouvent, ils ont besoin d'avoir un avocat de confiance. Je pense que la première qualité, si vous les interrogez tous sur le sujet, la première qualité, la première raison pour laquelle ils viennent vers moi, c'est pour être dans un climat de confiance. Parce qu'ils savent que j'ai des principes, ils savent que j'ai des valeurs, ils savent que je les défends. Et donc du coup, il vaut mieux être dans le cabinet d'une personne qui a des valeurs que d'aller n'importe où, quoi. Et qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ce type de procès? La justice. La justice. L'injustice me supporte. Lorsque vous prenez quelqu'un, je prends l'exemple de Lacruche, vous prenez quelqu'un qui n'est pas ordinateur de crédit et que de manière facile, on dit qu'il a détourné des fonds alors qu'il est seul et que dans le giron de ceux qui l'accompagnent dans la détention, il n'y a aucun comptable, il y a un problème. Et donc, du coup, pour le juriste que je suis, ça saute aux yeux. Et donc, oui, la justice. Je ne voudrais pas qu'on utilise la justice pour servir des intérêts politiciens. Ce qui a été fait pendant longtemps dans ce pays. Et donc, ces causes-là, oui, elles me parlent parce qu'elles me permettent de régler deux problèmes. Un problème de droit, un problème de politique. La politique, il faut se battre en la loyale. On n'utilise pas un instrument, la justice, comme un instrument pour réduire à néant ses adversaires politiques. Quel est le procès le plus complexe pour vous, jusqu'ici? Ça dépend. Complexe en quoi? Le plus dur, le plus... Le plus dur, ça a été manifestement Lacruche. Et c'est assez révélateur du degré de méchanceté, du degré de cruauté
Je n'ai jamais vu autant de cruauté exercée dans le rejet ou dans la volonté de détruire un être humain. Oui, ça a été difficile parce que humainement, ces gens quand ils sont en prison, c'est vous qui le voyez. Vous êtes leur seule vitrine. Et vous, en tant qu'humain, vous vivez leur descente aux enfers. Mais vous ne dormez pas bien. En plus de tout, et ils veulent vous oppresser. Moi, j'ai subi tout et n'importe quoi. Donc oui, je veux dire, de toute mon activité professionnelle, le procès, la procédure, le dossier qui m'a le plus éreinté, c'était celui de la cruche. Et à côté de ce travail à Rasson, vous trouvez le temps de faire de la politique, vous en avez parlé, avec cette résistance farouche au système Bongo PDG. Oui. Je trouve le temps parce que c'est complémentaire. Parce que vous voyez, la justice, on va dire, l'état de la justice, c'est un peu le squelette de la société. Tous les devoirs, tous les manquements que vous rencontrez dans la société, vous les trouvez dans la justice. Mais au fond, tous ces manquements ne trouvent leur solution que dans la politique. Si vous voulez avoir des solutions durables, des solutions prospères pour votre pays, il faut faire avec des hommes de vertu. Or, nous avons une classe politique totalement corrompue et vous vous dites, si vous voulez que ça avance, vous devez vous impliquer, vous devez mettre les mains dans le cambouis. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Et pour moi, ce n'est pas un truc que je fais en supplément, je le fais en complément. Est-ce qu'au fond, on peut faire de la politique et être sain? Sain, je ne sais pas. Ça, il faut demander à Dieu. On peut faire de la politique et être propre. C'est ce à quoi on s'emploie. On peut faire de la politique et être intègre. C'est pourquoi je me bats. On peut faire de la politique et être digne. C'est ce que nous essaierons de faire tout le temps que nous serons en politique. Et donc vous commencez par militer au sein de l'UPG, ensuite l'Union Solidarité, le Parti pour le Changement et aujourd'hui le Front démocratique socialiste. Oui. Est-ce que c'est pas une stabilité politique quand même? C'est une stabilité politique. Vous savez, l'instabilité, c'est ce que les gens aujourd'hui font, qui quittent le PDG pour aller à l'UDB. C'est ce qu'on appelle l'instabilité politique. L'instabilité, c'est ceux qui ont dit hier qu'Ali Bongo était leur champion, qu'Ali Bongo était leur dieu. C'est aussi ne pas réussir à faire asseoir ses idéaux avec ses concitoyens. Je m'explique, moi j'ai aucun problème avec mes concitoyens. Justement, c'est parce que je veux que mes idées soient les mêmes que je me donne le moyen d'être dans un cadre qui le permette. Quand vous êtes dans un parti qui ne partage avec des camarades avec qui vous ne partagez plus les mêmes idées, vous n'avez rien à faire ensemble. Mais mes idées sont les mêmes. Les rapports que j'entretiens avec les populations sont les mêmes. Mais je veux dire, si ceux avec qui vous devez porter ces idées n'ont plus le courage, la force, la volonté de les porter, vous n'avez plus rien à faire ensemble. Et c'est pourquoi, vous voyez, je n'ai jamais quitté un parti de la majorité pour aller dans l'opposition ou de l'opposition pour aller dans la majorité. Jamais. Je suis toujours resté dans mes constances. Et donc le FDS, ce n'est pas un parti de trop, non? Non. Ce n'est pas un parti de trop, c'est un parti de l'humain. C'est un parti qui décide de mettre l'humain au centre de ses intérêts. Parce que c'est au fond le sens de notre engagement politique. Et en 2025, donc, nous y sommes. L'actuel président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, vous confie la coordination générale du RDB, sa plateforme politique. D'abord, comment se fait votre rapprochement? Et pourquoi vous acceptez cette offre? J'étais parmi les gens qui ont applaudi dès les premières minutes le coup d'État. Et le président et moi échangions de temps en temps sur les questions politiques du pays. Donc on n'avait pas de rupture de communication. Puis c'était un challenge. Un challenge parce que je pensais aussi, et je le pense vraiment jusqu'à présent, que le président, en me choisissant, en sachant quelle était ma ligne politique, donnait un message clair à la classe politique déjà. Il donnait aussi un message clair au peuple gabonais pour dire, voilà ce à quoi il croit. Parce que le fait de me désigner responsable de cette plateforme était une indication politique. Celui qui n'avait pas de parti politique à l'époque, celui qui n'avait pas de mouvement politique pour le porter, il avait une personne qui pouvait pointer l'idéologie à laquelle il était attaché. Et puis il y a eu cette levée de bouclier par rapport à cette décision du président de la République. Est-ce que vous avez compris cette opposition de certains Gabonais? Contre moi? Oui. Je l'ai même, j'avais même de dire,
pas intégré, mais je l'ai apprécié. Je vous dis pourquoi. Parce que je savais au moins qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Si vous avez des gens qui représentent ce que je rejette en politique, ce que je déteste en politique, oui, ces gens-là ne peuvent pas faire avec moi. Moi, je ne sais pas faire semblant. Mais est-ce que vous n'allez pas continuer encore à faire les frais de ce comportement franc, voire provocateur que vous avez, cette façon de vous exprimer parfois avec véhémence et très souvent même sans détour sur les questions publiques à l'encontre des conventions sociales? Non, ça ne me coûte rien, parce qu'au fond, je ne suis pas fonctionnaire, donc je n'attends pas au salaire de personne. Je ne suis pas militant d'un parti où je reçois un salaire, donc ça ne me coûte rien. Au contraire, ça a une vertu. Ça permet aux gens de garder le cap. Vous avez été accusé d'avoir détourné des fonds de cette campagne présidentielle. Qu'en est-il réellement? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez présenter, apporter une comptabilité complète de vos dépenses? À l'époque, je n'ai pas jugé utile de répondre à ça. Parce que c'est comme si un fou marche dans la ville et puis il est tout nu. Et moi, je suis dans ma douche, je le suis tout nu pour récupérer mes vêtements qu'il a volés. J'avais l'intérêt à l'époque, c'était de mener la mission qui m'avait été donnée, confiée jusqu'à la fin. Et donc, si je m'arrêtais sur des polémiques inutiles, je détournais le regard des Gabonais sur autre chose. Et donc, c'est pourquoi je me suis tué à l'époque. Mais quelle espèce de Gabonais peut croire que Ange Kevin Digou, avec la gueule que j'ai, je vais me mettre à détourner de l'argent qu'on me donne pour une campagne dans laquelle je suis regardé, pour laquelle tout le monde autour me déteste. Il faut que je sois d'une stupidité particulière pour me permettre à ce moment-là de détourner de l'argent. Vous n'avez rien à vous reprocher? Je n'ai absolument rien à me reprocher, bien au contraire. Et je le dis de manière simple. Je suis le seul, enfin, à ma connaissance, j'ai une comptabilité connue, tracée. 2, je suis le seul qui a été en responsabilité, qui dit au président à la fin de la campagne, monsieur le président, dans ma caisse il reste tel montant. Qu'on me dise qui d'autre a fait ça. Je suis le seul qui à la fin ait repris tous les véhicules qui m'ont été confiés pour la campagne, qui est restitué. Tous les autres les ont gardés. Donc, en termes de rectitude, je ne sais pas qui a fait mieux que moi dans cette campagne. Et donc aujourd'hui, vous êtes sur une nouvelle bataille, briser le mode de gouvernance fondé sur l'appartenance ethnique ou régionale à la mairie de Libreville. Vous êtes candidat. Oui, je suis surtout sur une volonté d'incarner et d'instaurer, puisque nous parlons de restauration des institutions, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans la 5e République, nous sommes dans une ère nouvelle, et je souhaite que nous entrons dans cette ère nouvelle, avec des pratiques nouvelles. Nous devons installer une démocratie locale. Pendant longtemps, on a organisé des élections locales dans notre pays, et puis on a été surpris de savoir qui était maire. Pendant longtemps, on a organisé des élections locales dans notre pays, on a eu un maire, on n'a jamais su c'était quoi son projet. Parce que justement, il fallait garder cet équilibre ethnique. Et si on garde l'élection dans le secret, on peut décider que ce soit un fan ou un millénaire. Moi, j'estime que c'est manquer de respect. C'est considérer que les Librevillois sont des incapables électoraux. Et justement, pour parler de projet, qu'est-ce que vous leur proposez? Nous avons un projet qui contient 8 axes. Il sera présenté aux Gabonais et ils sauront ce que nous allons faire si nous sommes à la mairie de Libreville. Surtout, il y a une chose qui me paraît grave. On ne peut pas avoir un maire qui n'a aucun lien avec ces populations. Parce qu'en fait, les Gabonais n'ont jamais choisi ce maire. Les Gabonais n'ont jamais choisi cette orientation politique. Donc ils n'ont pas de lien. Les gens de Libreville savent que, à la limite, ils connaissent leur maire d'arrondissement, mais parce qu'ils n'ont pas donné leur cachet, ils n'ont pas donné leur validation au vote du maire, ce qui est un début de démocratie locale trop important pour que nous qui voulons impulser autre chose en politique acceptions de continuer dans la même dérive. Et cette élection à la mairie de Libreville serait votre plus belle récompense en politique? Oui. Oui, parce que ce sera l'occasion pour moi de prouver aux Gabonais que nous avons de l'argent pour eux. On ne peut pas avoir une mairie avec plus de 30 milliards
plus de 40 milliards de recettes et à voir la souffrance dans laquelle Libreville se trouve. Un seul franc dépensé sera justifié lorsque vous serez maire. Ah non, pas que justifié, ce sera public. Vous savez que dans la mairie que j'appelle de mes voeux, vous lirez comme dans un mar de café. C'est-à-dire que nous aurons des sites que nous mettrons en place. La comptabilité de la mairie sera rendue publique. Un franc dépensé, vous saurez où ça a été dépensé, avec quelle entreprise ça a été dépensé, pour quelle finalité. Et dans votre dernier ouvrage, La promesse attendue, vous mettez en lumière la déception de la jeunesse, vous dénoncez la corruption électorale et la gouvernance autoritaire déployée par le pouvoir déchu avec Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous croyez qu'il est enfin là, l'élan démocratique? Non, ce que je crois, c'est que nous avons les moyens aujourd'hui de permettre aux Gabonais de retrouver le chemin de la démocratie. Je pense que dans cette nouvelle ère, nous avons les moyens de racheter la confiance des Gabonais. Le FDS, en tout cas, s'engage pour que cela se réalise et je ne doute pas que nous réussirons. Et à cette jeunesse qui vous regarde, je vous laisse lui dire un mot face à la caméra. Je voudrais déjà vous remercier pour le temps qui m'a été consacré. Je voudrais rappeler aux jeunes que la démission n'est pas une solution. Je voudrais reconnaître qu'il y a des motifs de déception dans notre espace politique, il y a des motifs de regret dans notre espace public, mais il y a aussi des raisons de se lever parce que la volonté d'un Gabon meilleur est une volonté partagée. Mais ce Gabon meilleur ne se créera pas sans les Gabonais. Il faudrait que, au lieu de démissionner, que les jeunes s'engagent en politique, qu'ils s'engagent pleinement, et lorsqu'ils seront tous engagés, ils vont créer un espace de vertu et ils vont remplacer le cercle vicieux actuel par un nouvel cercle vertueux. Et c'est ce à quoi le FDS s'attellera pendant toute son existence politique. Je vous remercie. Maître Ange Kevenzigo, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur Gabon Première.